Fin 1984, l'opération Moïse lance un pont aérien parallèle, plus vaste, organisé directement depuis Khartoum, avec la coopération tacite de hauts responsables soudanais suffisamment payés pour regarder dans la bonne direction au bon moment. Entre Moïse et l'infrastructure d'Arouz, l'ampleur de ce qui se déroule à l'intérieur du Soudan devient énorme. Et énorme, dans les opérations clandestines, est un autre mot pour visible. Dans les semaines précédant janvier 1985, quelque chose change dans la nature des questions posées par les responsables soudanais au complexe. Des pauses légèrement plus longues avant d'accepter les réponses. Un représentant du ministère du Tourisme qui revient pour une seconde visite sans l'avoir programmée, rien de prouvable, rien d'exploitable. Le type de changement atmosphérique que les officiers de renseignement expérimentés apprennent à lire comme la météo. Le 5 janvier 1985, le Premier ministre israélien Shimon Peres confirme publiquement l'opération Moïse en réponse aux questions de la presse. Il annonce qu'Israël a sauvé des milliers de Juifs éthiopiens du Soudan. Le monde arabe réagit en quelques heures. Les gouvernements font pression sur Khartoum. L'armée soudanaise lance des recherches actives à l'échelle nationale pour retrouver des agents israéliens. Les personnes que les agents avaient protégées pendant 4 ans savent désormais exactement quoi chercher et où commencer. Que fait une équipe de renseignement lorsque son propre gouvernement annonce son existence à ses ennemis? Et que se passe-t-il lorsque le terrain politique sous toute l'opération s'effondre en 72 heures? L'annonce n'est pas une maladresse diplomatique, c'est une catastrophe avec une mèche de 48 heures. Les gouvernements arabes exercent une pression simultanée sur le Soudan. L'armée soudanaise, déjà méfiante et désormais politiquement incitée, commence à traquer les agents israéliens avec une urgence institutionnelle. Les contacts éthiopiens qui organisèrent les déplacements des réfugiés dans les camps sont arrêtés et interrogés. Le réseau de silence soigneusement entretenu qui a maintenu l'opération invisible pendant 4 ans commence à se disloquer de l'intérieur. Connexion après connexion, des noms émergent, des lieux sont donnés. L'étau se resserre autour de personnes encore prises à l'intérieur. Le Mossad envoie un ordre, évacuer Arouz immédiatement. Le problème est précis et frustrant. Des touristes dorment dans les bungalows, de vrais clients. Un couple de Munich a déjà réservé un second séjour et laissé un avis louant le poisson frais. Ils n'ont aucune raison d'imaginer que le complexe qu'ils aiment est sur le point de disparaître. Il n'existe aucun mécanisme d'explication, aucune histoire crédible pour justifier la disparition totale du personnel avant le lever du jour. L'entreprise construite pour être crédible est maintenant trop crédible pour être abandonnée proprement. Elle a de vrais clients, au moment exact où ceux qui la dirigent doivent cesser d'exister. Avant l'aube, Yola ferme la réception pour la dernière fois. Les agents montent dans leur véhicule et roulent vers le désert. Une équipe d'extraction prépositionnée les récupère à bord d'un C-130 depuis une piste désertique au nord du complexe. Les mêmes avions qui ont sauvé des milliers de personnes effectuent maintenant une dernière extraction en sens inverse. Les véhicules montent à bord. Les plaques soudanaises sont retirées et emportées dans l'avion. Que reste-t-il? Les meubles, le matériel de plongée, les réserves de cuisine, le café déjà dosé pour un matin que personne ne servira. Quand les clients se réveillent, les bureaux sont vides, pas de direction, pas d'instructeur, pas d'équipe. Une note manuscrite promet un remboursement, la couverture est terminée. Mais 4 agents du Mossad sont encore à Khartoum. En avril 1985, un coup d'État militaire renverse le président Jafar Nimeri pendant qu'il est à l'étranger. Il ne revient pas. Les rues de Khartoum changent du jour au lendemain. Des checkpoints apparaissent là où il n'y en avait pas. Des véhicules du renseignement libyen stationnent devant les hôtels fréquentés par des étrangers. Les soldats regardent les visages européens avec une nouvelle intensité. Le nouveau régime a besoin de crédibilité dans le monde arabe et choisit la voie la plus directe, traquer publiquement les infiltrés sionistes. Tous les responsables soudanais qui avaient été payés pour détourner le regard, commandants de frontières, ministres du tourisme, hauts fonctionnaires, sont maintenant en exil, en prison ou en train de livrer des informations pour survivre politiquement. L'un d'eux donne l'emplacement d'une planque du Mossad à Khartoum. Les 4 derniers agents sont identifiés. Leurs identités sont compromises.
Leurs contacts ont fui ou ont été arrêtés. Le périmètre de recherche se resserre heure après heure.